tous, bienvenue sur Spotlight Days, le podcast qui vous inspire. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Arnaud Gartner, président de l'entreprise Médiacité, une entreprise de communication extérieure en Vendée et qui se compose de 6 salariés. Nous allons discuter ensemble des meilleures pratiques pour avoir des canaux de communication efficaces et comment écouter et activement pour comprendre les besoins de son équipe. Cet épisode va vous donner des clés et des astuces pour améliorer la communication en tant que manager. Bonne écoute. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour Laura, ça va, très bien. Je suis heureuse de vous accueillir lors de ce podcast. Notre échange va se dérouler en 2 parties. La première partie, ça va être plutôt votre parcours. Comment vous en êtes arrivé jusqu'ici aujourd'hui en tant que manager et au niveau de votre vie professionnelle. Et en deuxième partie, plutôt un partage d'expériences, de compétences et de connaissances sur le management. Allez. Donc pour commencer, je vais vous donner l'occasion de vous présenter votre parcours professionnel et pour que les auditeurs comprennent un peu qui vous êtes. Oula, vaste sujet. Ouais. Mon parcours, j'ai démarré dans la technique puisque j'ai fait un BTS électrotechnique. J'ai démarré comme ça. Tout ce qui était système mécanisé, électricité, automatisme. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Suivi par un BTS force de vente en alternance, puisque à l'époque, et oui j'ai 40 ans, je sais, donc à l'époque, l'alternance en études supérieures, ça n'existait pas. Et je vous avoue que j'étais pas forcément fait pour l'école. Alors, on avait des soucis entre moi et l'école. Donc j'ai fait un BTS force de vente en alternance, et en fait je suis rentré dans le monde professionnel par l'intermédiaire d'une société qui faisait tout ce qui est filtration pour les vins et spiritueux. Donc j'ai travaillé en tant que commercial pendant 2 ans là-bas. Et puis suite à cette expérience, on m'a proposé en fait de rentrer dans l'affichage publicitaire, qui est un métier assez peu connu parce que finalement tout le monde voit les panneaux, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Et je suis rentré dans le groupe Giraudy, qui était à l'époque le numéro 1 français de l'affichage grand format, affichage extérieur. Et en 2008, j'ai eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur en Vendée qui souhaitait en fait prendre sa retraite, et de fil en aiguille, on a réussi à se mettre d'accord que je rachète son entreprise. Donc en 2008, j'ai racheté l'entreprise Sodicos, publicité, que j'ai transformée en Sodicos affichage, puisqu'on ne faisait que de l'affichage. Et cette entreprise est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a 6 salariés, donc voilà, on est toujours dedans. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur justement l'affichage? Parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est pas connu. On pourrait l'expliquer justement. C'est vrai que c'est un milieu qui est assez fermé. Et est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus? Ouais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises d'affichage en fait. Il y a 3 gros qui se partagent le marché, qui sont Deco, qui est le numéro 1 mondial, c'est une entreprise française, Giraudy, qui était numéro 1 sur la partie grand format, qui au départ était une entreprise américaine et qui a été rachetée là, par un fonds de pension français, et Clear Channel, donc entreprise 100% américaine. C'est vraiment les 3 gros acteurs qui trustent quasiment 80% du marché. Ils sont spécialisés, eux, dans tout ce qu'on appelle le mobilier urbain. Donc le mobilier urbain, c'est quoi? C'est les abribus, hein, tout le monde connaît les abribus, et les sucettes, donc les sucettes d'information, ce que vous pouvez trouver en centre-ville, dans lequel vous avez les plans de ville. Voilà. Donc ça, c'est leur spécialité, ce qu'on appelle le mobilier urbain. Et après, il y a tout ce qui est sur le domaine privé, donc le grand format, le fameux 4x3, ce qu'on appelait le 4x3, où là, il y a une centaine d'entreprises en France, puisque de mémoire, au dernier recensement, on était autour de 130 entreprises en France à faire de l'affichage grand format sur le domaine privé. Voilà, donc c'est vraiment deux secteurs différents, public d'un côté, privé de l'autre. Ce n'est pas les mêmes façons de travailler. D'accord. Et on va plutôt s'orienter du coup la partie management. Est-ce que vous pouvez décrire votre vision du management et selon vous, quel manager êtes-vous? Difficile comme question. Ouais, difficile parce que comme je le disais tout à l'heure, moi je suis issu au départ d'une filière commerciale. J'ai pas appris, j'ai été obligé d'apprendre moi-même. Personne m'a appris à manager. Ça a été une découverte sur le tard en rachetant avec
des réussites et puis des ratés, hein, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Mais j'ai pas appris, donc il a fallu en fait se remettre en question beaucoup, parce que finalement, quand on arrive dans une entreprise, qu'on rachète une entreprise, on a souvent l'impression d'à peu près tout savoir, ce qui, pour être poli, est une connerie. On se rend vite compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, au départ, j'avais un management au tout début qui était plutôt directif. Donc, mon idée, c'était d'imposer une vision, une façon de travailler, des règles bien établies. Mais ça, c'était sans tenir compte des personnes que j'avais en face de moi. Donc, c'était très égoïste, en fait, comme façon de manager. Ce qui a occasionné pas mal de ratés, de déconvenus, et puis de licenciements, ce qui n'est jamais très drôle. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu se rendre compte que le problème, il ne venait pas des salariés, il venait du bonhomme. Donc, il était temps de se remettre en question. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, j'ai plutôt un management participatif. L'idée, c'est que, voilà, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, à un moment donné, il faut être capable aussi d'écouter, d'échanger, de prendre l'avis de tout le monde. Alors, à la fin, il y a toujours une personne qui tranche, mais ça, c'est normal. C'est le rôle du chef d'entreprise, c'est son job. Par contre, c'est d'être capable, en fait, d'écouter. Il y a des bonnes idées partout, il y a des bonnes idées chez tout le monde. Et d'être capable, voilà, d'échanger et surtout de les informer de ce qu'on veut faire pour l'entreprise et puis où on veut aller. C'est intéressant d'avoir la vision, en fait, de tous les salariés concernés. Alors, dans une petite entreprise, on est 6, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que dans une entreprise de 60, 100, 150, 200 salariés, mon discours pourrait ne pas forcément tenir, mais en tout cas, dans une petite entreprise, oui, c'est le cas. Il faut échanger et l'avis de tout le monde est important. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'on avance correctement. Mais pour en dire plus, parce que je fais partie de l'entreprise Mediacité, si je pouvais ajouter, ça serait qu'Arnaud est plus aussi manager coach. À chaque fois qu'il y a un projet, qu'il y a une dynamique, il vient driver ses équipes. C'est pour ça que je l'invite aujourd'hui, parce que pour moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise et j'admire beaucoup ce management-là qui est, je trouve, assez rare. À l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt sur du management souvent directif. On n'écoute pas forcément trop les avis de tout le monde. Ça a tendance à changer maintenant. Mais c'est vrai que ce management-là devrait être mis plus en avant, d'où son invitation aujourd'hui. Selon vous, comment on peut construire une image d'entreprise positive et améliorer la productivité en même temps de ses salariés, talents aussi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'écoute. Je pense que c'est la base. À un moment donné, si on veut tous aller dans le même sens, si on veut rendre l'entreprise plus productive, plus efficace, il faut encore une fois être capable de mettre les talents en avant. Mais pour ça, il faut être capable de les comprendre et de les écouter. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, il y a des très bonnes idées partout. Des fois, des choses auxquelles qui sont rien à voir avec le métier. Au début, on se dit, non mais ils sont complètement fous, qu'est-ce qu'ils me racontent, jamais ça passera, jamais ça fonctionnera. Et puis, bien, à force d'en parler, on se dit, ouais, c'est pas bête. Finalement, c'est pas bête. C'est peut-être même une vraie bonne idée. Et l'idée, en fait, c'est de laisser développer cette idée. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous laissez développer une idée, il y a 2 solutions. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. C'est très basique. L'entre-deux n'existe pas, c'est blanc ou noir. Si ça fonctionne, vous développez un talent, il s'exprime, il s'éclate, il se prend du plaisir, et l'entreprise en tire les bénéfices. Donc ça, c'est gagnant-gagnant sur les 2 tableaux. Et puis après, si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est pas une perte de temps, c'est un apprentissage. Ça n'a pas fonctionné, peu importe les raisons, on essaye d'analyser évidemment, mais peu importe les raisons. Et au final, ça permet aussi de grandir, parce que ça permet d'éliminer des pistes sur lesquelles on serait allé par erreur, et ça permet d'éviter de perdre du temps. En fait, c'est surtout ça. On dit toujours que le temps, c'est de l'argent. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il ne faut pas tout ramener qu'au côté mercantile et financier, parce que sinon, on n'avance pas. Donc moi, je suis plutôt dans l'idée de laisser les salariés se développer, proposer.
il en ressortira toujours quelque chose de positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut développer les talents. Après, on peut revenir sur des choses très basiques, hein. À développer des talents, oui, on va les payer plus, oui, on va leur donner plus de moyens, oui, on va leur donner plus d'avantages. Ouais, ok, ça c'est une fraction de l'équation. Ce qui est le plus important à mon sens, c'est vraiment que les personnes puissent s'épanouir et puis laisser libre cours à leurs idées, à leurs imaginations. Après, des fois, il faut un peu les canaliser. Je suis le premier à avoir du mal à me canaliser, donc j'ai du mal à canaliser les autres des fois, mais ouais, c'est important de canaliser. Sinon les idées fusent. Ouais. Mais c'est vrai, il y a l'écoute, participation, il y a côté encouragement aussi, encourager ses équipes aussi, pas garder que le négatif. Mais non, mais en fait, je suis d'accord, en fait, on a trop tendance, vous savez, c'est comme les trains, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, parce que c'est la base. Et en fait, les salariés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivera toujours à vous tomber dessus quand vous avez fait une bêtise. Mais par contre, on n'est jamais capable de dire quand vous avez bien fait les choses. C'est une connerie pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, vous êtes payé pour faire un boulot, mais quand vous êtes démené et que vous avez réussi à mener un projet de bout en bout, quelle que soit la nature du projet, il n'y a pas d'importance dans la taille du projet, on s'en fiche. C'est important de faire remarquer la réussite. C'est-à-dire, c'est important d'encourager. Et pas de constamment s'arrêter ah oui, non, mais là, c'est pas bien, ouais, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Ça fait évoluer personne, ça n'a absolument aucun intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a aucun intérêt. Après, moi, je suis un cas un peu particulier dans ce milieu-là, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui vont me dire que je suis complètement fou et tombé sur ma tête parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Mais aujourd'hui, la réalité fait qu'on réussit, nous, au sein de l'entreprise, et on arrive à garder nos talents aussi parce qu'on est capable de les encourager. C'est la base. On doit être capable de parler des trains qui sont en retard, mais également capable de parler de ceux qui sont à l'heure. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est la seule façon de réussir à motiver. Il faut, parce que retenir que le négatif, déjà, c'est pas encourageant. Ça démotive, c'est bien de booster. Enfin, on fait des choses bien, en général, peu importe le métier et peu importe le secteur d'activité. La responsabilité aussi, faire évoluer l'équipe. Parce qu'il y en a aussi, c'est une attente. Et de plus en plus, je trouve, on souhaite évoluer, on ne souhaite pas stagner. On est une génération qui avance et qui déteste reculer. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la responsabilité, c'est bien aussi. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de savoir courir. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. C'est la vérité. Hein. Bien sûr, tout le monde a envie d'évoluer, mais c'est normal. Et j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs, pour l'entreprise et pour un chef d'entreprise, c'est bien, c'est mieux d'avoir des personnes qui ont envie d'évoluer, qui sont demandeuses d'évolution, parce que ça prouve aussi la motivation, l'engagement. Donc je trouve que ça, en tout cas moi, je préfère largement avoir des personnes comme ça, qui viennent me demander 10 fois la même chose. Je veux ci, je veux ça, je veux évoluer, là j'ai pas assez, je veux machin. Ok, très bien, t'auras. Mais ça fait partie en fait de la motivation et en tout cas du ressenti du chef d'entreprise à dire ok, ouais, les équipes ont envie d'avancer. Après, c'est évident que l'évolution, il faut déjà être en mesure d'encaisser l'évolution. Parce que qui dit évolution ne dit pas forcément qu'il y a évolution de poste. C'est pas que de l'évolution technique, c'est aussi de l'évolution humaine, l'évolution de manager. Donc quand on commence à avoir des équipes, souvent quand on évolue sous sa responsabilité, au départ c'est un choc. Le problème dans une entreprise, on dit toujours, c'est pas l'argent le problème, c'est pas les clients le problème. Le problème c'est l'humain. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vous occuper correctement de l'humain, le reste, ça viendra naturellement. Il n'y a pas de problème. C'est du travail, mais ça viendra. Si déjà vous n'êtes pas foutu de vous occuper correctement de vos équipes et de l'humain, j'ai envie de dire, laissez tomber, quoi. Changez de boulot. Soyez pas manager, soyez pas chef d'entreprise, faites autre chose. C'est pas la peine. Donc c'est vrai que dans l'évolution, il y a toujours la partie... en général, quand on demande une évolution, la première, c'est le salaire. Ouais, je vais évoluer pour gagner plus. Ouais, c'est bien.
Ok, donc tu gagneras plus, pas de problème. Je veux plus de responsabilité. Ouh, là ça commence à pêcher un peu. Plus de responsabilité sur le boulot qu'on connaît, qu'on maîtrise. Ok, pas de problème. Et après, souvent, il y a ce côté manager d'équipe. Et là, c'est le caillou dans la godasse. Parce que le manager d'équipe, quand on a eu l'habitude de travailler seul dans son coin et que tout d'un coup, on se retrouve avec 2, 3, 4 personnes à s'occuper, on change de dimension et il faut apprendre. C'est un apprentissage qui peut être douloureux, mais c'est un apprentissage qui est génial, quoi. Parce qu'on peut tomber sur des talents exceptionnels. Il y en a partout, hein. Tout le monde a un talent. Le tout, c'est de réussir à le détecter et puis à le faire grandir, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc dans l'évolution, voilà, il faut toujours tenir compte de cet aspect humain. Et j'ajouterais, alors ça c'est plutôt pour, c'est moi qui le pense, après on pourrait échanger là-dessus, mais la transparence, selon moi, c'est super important en tant que manager. Ça permet de justement que chacun connaisse la situation, que ce soit un projet ou même dans une entreprise. Et ça permet après d'échanger et de peut-être trouver des idées que l'autre n'a pas trouvées. Ça permet d'ouvrir le débat et peut-être de régler des problèmes qui pourraient être réglés à plusieurs au lieu de s'enfermer sur soi-même, par exemple. Ça, c'est ce que j'ajouterais. En tant que manager, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, encore une fois, la transparence, c'est fondamental, mais c'est aussi lié à la taille de l'entreprise. Encore une fois, dans les TPE, PME, souvent, c'est considéré un peu plus comme une sorte de petite famille, en fait, entre le chef d'entreprise et ses équipes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans les très grosses structures, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus cloisonné, donc forcément, ils ont beaucoup plus de mal dans la transparence. Nous, dans les petites structures, c'est sûr que la transparence, elle est fondamentale. Encore une fois, il faut être capable de dire quand ça va, il faut être capable de dire quand ça ne va pas. C'est toujours un risque de dire quand ça ne va pas. C'est le risque de perdre des talents, c'est le risque de voir des salariés se mettre sur la défensive parce qu'ils disent zut, où je vais, quoi, c'est quoi mon avenir, parce que là finalement c'est compliqué. C'est un risque, mais c'est important de le faire parce qu'encore une fois, on ne peut pas, en tant que personne, même en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas tout porter constamment tout seul sur vos épaules. Il y en a qui ont essayé, j'ai essayé. Et ben, c'est compliqué. Il y a des fois, vous avez envie de tout envoyer balader, quoi. Donc, et c'est pas la solution, en fait. C'est pas la solution, la fuite en avant, c'est une connerie, ça sert à rien. Faut assumer et puis il faut expliquer. Et moi, c'est ce que je m'attelle à faire quand ça va ou quand ça va pas. C'est la meilleure façon de continuer à garder les équipes motivées, surtout à ce qu'elles comprennent où est la problématique et le rôle qu'elles auraient à jouer pour résoudre cette problématique. Parce que le fait, c'est pas juste d'expliquer qu'il y a un problème, parce que tout le monde a son rôle à jouer pour essayer de corriger ça, ou en tout cas de participer à la correction du problème et à l'évolution de l'entreprise. Encore une fois, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le manage en tout cas. C'est l'honnêteté, c'est toujours bon, et je pense que d'un côté, le salarié se dit qu'il y a une certaine confiance qui s'installe entre son manager et lui. Et ça permet justement d'ouvrir le débat, de driver un peu l'équipe d'une certaine manière, je trouve. On va changer d'un peu de partie. On va toujours rester sur le management. Comment on peut développer les compétences de ses employés au sein d'une entreprise ou même d'un projet? La première chose, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, dans les équipes, on a toujours, vous sortez d'une école, vous avez un savoir-faire, vous avez un savoir-être. Il faut continuer à le développer en permanence. C'est-à-dire qu'on vous donne un travail à faire, vous le faites très bien, mais vous pouvez être confronté à des difficultés. Alors vous avez la personne un peu basique, le chef d'entreprise un peu basique, vous en rencontrerez, pas de problème, qui va vous dire, ouais, tu sais pas, tu n'y arrives pas, débrouille-toi, quoi. Non, c'est complètement idiot. L'une des premières choses, c'est la formation. Si vous n'y arrivez pas, on a des clés de formation. Aujourd'hui, dans les entreprises, on cotise à des organismes qui permettent de faire des formations, qui permettent de développer vos compétences. Donc c'est important, quand il y a une difficulté, de pouvoir mettre ça en œuvre pour vous faire évoluer. Ça, c'est la première chose, la première clé de développement, à mon sens. La deuxième, c'est la curiosité. La curiosité, à un moment donné, il faut être curieux, il faut
faut aller se renseigner, il faut aller fouiller, il faut demander de l'aide, il ne faut pas rester seul dans son coin. Alors on va demander de l'aide à ses collègues, à des amis. Aujourd'hui, vous avez des outils sur le web qui vous permettent aussi de trouver de l'aide. Et puis après, vous avez alors soit un manager, soit directement le chef d'entreprise, ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise, qui potentiellement pourrait vous aider. Je dis bien potentiellement, parce que dans une entreprise, chacun a sa spécialité. Ça peut être du marketing, du web, du commerce, de la finance, du RH, du technique. Voilà. Le chef d'entreprise ne peut pas tout connaître. Il y en a qui le pensent, c'est des ânes, parce que ce n'est pas vrai. Donc, il ne pourra pas forcément vous apporter toutes les réponses à vos questions. Donc la curiosité, c'est vraiment aussi quelque chose à développer. Il ne faut pas hésiter, vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, on a les outils pour le faire. Ça, moi, j'encourage en tout cas les équipes à être curieux, à se renseigner, à voir ce que font les autres, comment ils le font, comprendre comment ils le font. Tout ça, ça permet en fait de se développer également. Ça, en tout cas, encore une fois, ça, c'est des choses pragmatiques. Formation et curiosité, c'est des choses pragmatiques. Ah, c'est sûr. Et apprendre des uns des autres, notamment, surtout en équipe. Alors là, je vais faire un zoom sur les White Days, mais chacun des compétences, chacun des connaissances, s'instruire des uns des autres. En plus, il y en a qui ont des spécificités qui sont très intéressantes et pas forcément en lien, par exemple, dans notre branche. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs sur ce qui se passe. Au niveau, on va passer dans pour moi, la thématique la plus compliquée. Comment gérer efficacement les conflits au sein d'une équipe. Ce qui est pour moi très complexe comme sujet. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je ne vais pas me la péter non plus. Hein. C'est pas facile. La gestion des conflits, encore une fois, la première chose, c'est d'être capable d'écouter et de comprendre les problématiques des uns des autres. De toute façon. Parce qu'en fait, un conflit, très souvent dans des entreprises, les conflits qu'il peut y avoir, c'est sur des choses très bêtes, très basiques, des choses très simples. T'as pas fait ci, t'as mal fait ça, je t'ai demandé de faire ça, t'es pas dans les temps, t'es un âne. Mais non, ou t'es un incapable. Mais non, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut essayer de comprendre parce que chaque métier a sa problématique. C'est comme dans une vie de couple. Hein. En général, on s'engueule toujours pour des conneries. Hein. On s'engueule rarement pour des choses importantes. Hein. Dans les entreprises, ça arrive souvent, ça, ces gestions de conflits-là. Elles tournent très souvent autour du temps, parce que justement, dans les projets, on a des rétro-plannings, on a des délais à respecter. Et il s'avère que des fois, les délais, on ne peut pas les respecter, ils sont explosés. Et on essaie toujours de trouver des responsabilités. Et encore mieux, des responsables. Et puis, tant qu'à faire, c'est pas moi le responsable. Parce que sinon, c'est pas drôle, il faut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Sinon, c'est tellement mieux quand c'est quelqu'un d'autre. Donc, la gestion des conflits, ça part déjà par l'écoute. D'être capable de prendre les deux interlocuteurs, évidemment d'échanger avec eux, d'être très pragmatique. Toujours du pragmatisme. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un que je préfère à l'autre. C'est finalement quel est le problème, comment ça se fait qu'on est arrivé à cette situation-là, et comment on le corrige. Et à partir de là, on arrivera à établir, vous allez sortir les responsabilités des uns et des autres, mais qui vont pouvoir toujours se justifier. J'ai eu trop de boulot, j'ai pas eu le temps, j'ai eu diverses problématiques techniques ou autres qui ont fait que, ok, donc on a identifié. L'idée, c'est que justement, ça ne puisse pas se reproduire pour éviter justement un nouveau conflit. Après, malheureusement, ce que je disais tout à l'heure en arrivant, c'est que des fois, il y a des conflits qui sont insolubles. C'est des conflits humains. C'est pas des conflits sur la responsabilité d'un travail fait ou pas fait, c'est des conflits humains, des gens qui ne s'apprécient pas, qui ne s'aiment pas, qui n'arriveront pas de toute façon à travailler ensemble parce que l'un trouvera toujours que le boulot de l'autre est nul, ça sert à rien, c'est lui le meilleur. Malheureusement, dans ce cas-là, le job aussi du manager ou du chef d'entreprise, c'est d'être capable de trancher. Donc, trancher, ça veut dire soit on rétablit les responsabilités de chacun et chacun s'en met la tête à l'endroit. Et des fois, quand ça ne fonctionne pas, vous êtes malheureusement obligé de vous séparer d'un élément ou deux éléments, ça dépend. On essaye toujours d'éviter d'en arriver là, évidemment. C'est jamais une victoire. Hein. Séparer d'un élément, c'est une défaite. Hein. Moi, je le vois comme ça. C'est certainement pas quelque chose de positif. Hein. C'est que du négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à être capable de gérer. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'écouter. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable d'anticiper.
Donc c'est une défaite. Mais 90% des conflits arrivent à se régler. Après, vous avez, dans la gestion des conflits aussi, vous pouvez faire appel, on parlait de formation tout à l'heure, vous pouvez faire appel aussi à des personnes tiers, dont c'est le métier. La gestion de conflits en entreprise, ça existe, des indépendants. Oui, on peut appeler ça médiateur, c'est des consultants en fait qui viennent pour essayer de dénouer le problème. Ils peuvent y passer du temps, ils peuvent vraiment aller sourcer la nature du problème, remonter à la genèse du problème, que souvent en tant que manager ou en chef d'entreprise, on a tendance un petit peu à se limiter à la première couche du problème et on ne va pas trop creuser. Par manque de temps, souvent, et peut-être des fois par manque de compétences. C'est pas grave, on a le droit de manquer de compétences. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on a le droit de se former, on a manqué de compétences. Donc il y a des gens aussi dont c'est le métier qui sont spécialisés dans la gestion de conflits en entreprise. Dans 90% des cas, ça se règle. Malheureusement, vous avez toujours 10%, vous êtes obligé de trancher, et là, c'est malheureusement se séparer d'un collaborateur. Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est toujours une défaite. Ouais, c'est toujours une défaite. C'est l'extrême. C'est l'extrême, mais malheureusement, il fait partie de la vie de l'entreprise, malheureusement. Ouais. Il en fait partie. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit, mais ouais. Ça peut être, oui, malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Oui, 2 fois. Et c'est peut-être une anecdote ou comment ça s'est passé pour une mise en situation un petit peu Alors, le premier salarié dont je me suis séparé, c'était le fils de l'ancien propriétaire, qui... alors, là, c'était pas une histoire de conflit, c'est quelqu'un qui était dépressif. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est médical, c'est pas de sa faute. Donc j'avais rien à lui reprocher en termes de travail, si ce n'est qu'il y avait des jours où il venait et des jours où il venait pas. D'accord. Il a même fallu un jour que je fasse intervenir les pompiers, parce que ça faisait 3 jours que les volets étaient fermés, qu'il sortait plus de chez lui. Donc on pensait qu'il avait mis fin à ses jours. Okay. Donc c'est pas mon rôle, en tant que chef d'entreprise, de faire intervenir les pompiers pour défoncer une porte pour aller voir si la personne est vivante. Non. Donc ça, c'était le premier cas. Alors, quand vous venez de reprendre une entreprise, que vous n'êtes pas habitué à manager, c'est particulier comme situation. C'est particulier. Mais donc forcément, après on en a discuté, on a crevé l'abcès, il a craché son morceau, et force est de constater que ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'était plus, pour le coup, fait pour ce monde de l'entreprise-là. Donc on a décidé d'un commun accord de se séparer. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, gestion simple, je veux partir, ok, je veux partir, de toute façon, je veux que tu partes. Voilà. Donc moi, on était d'accord, c'était assez simple. Après, j'ai eu un cas sur une personne de la partie technique qui, lui, avait décidé de son propre chef, en cours de chantier, qu'il partirait en vacances. D'accord. Alors, sur le papier, tout le monde a le droit des vacances. La seule chose, quand vous êtes en cours d'un chantier, que vous avez encore une semaine de prévu et qu'en fait, le lundi matin, il n'est pas là et quand vous l'appelez, il vous explique « mais moi, j'ai pris ma semaine de vacances », c'est particulier. Je me doute. C'est très particulier. Donc, oui, forcément, là, pour le coup, on s'est fâché très fort parce que vous imaginez bien que ça ne se fait pas. Non. En plus, vis-à-vis du client, on est passé vraiment pour des ânes. Parce que quand vous avez un salarié qui quitte comme ça juste pour partir en vacances, vous dites quoi à votre client? Je finis pas le chantier parce que le gars il est parti. Ah ouais, c'est bien. Et il revient quand? Je sais pas, il a pris les vacances. Donc c'est pas terrible. Donc en fait, là on a vraiment eu un vrai conflit ouvert, d'autant plus que quand la personne est partie, elle a fait en sorte de ranger le matériel de l'entreprise dans le dépôt et de partir avec les clés du dépôt. Donc ça veut dire que personne n'avait accès au dépôt pour aller finir le chantier. Donc là, il n'y a pas eu de commun accord. Là, c'est moi qui ai pris la décision de licencier. Ça s'est plus ou moins bien passé. Mais ça s'est passé. Oui, voilà. Mais c'est deux situations un peu extrêmes. Après, j'ai pas eu de... j'ai eu un départ volontaire, mais c'est une personne qui souhaitait se reconvertir. Donc là, encore une fois, voilà, on était d'un commun accord. Donc il n'y avait pas de souci. Ouais, mais c'est toujours compliqué de licencier. Alors là, il y a eu 2 extrêmes. Il y avait pas considérer ça comme une faute professionnelle, et l'autre c'était plutôt problème médical, donc forcément
c'est assez compliqué. Et pour finir, quels conseils, au pluriel, donneriez-vous aux futurs managers ou des personnes qui souhaiteraient justement s'occuper d'une équipe actuellement ou même plus tard? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils, en fait. Dans la mesure où j'ai appris ça tout seul. Donc, les conseils, je vous dis encore une fois, c'est déjà de ne pas prendre les salariés et encore moins quand vous êtes jeune pour de la chair à canon, quoi. C'est-à-dire que trop souvent, on voit des entreprises qui prennent des jeunes et, excusez-moi du terme, leur font faire de la merde. Parce que personne ne veut la faire. Parce que vous avez des gars qui sont là depuis 10 ans, ils font le même boulot, il est hors de question qu'ils sortent de leur contrat de travail, et puis il faut trouver des gens pour le faire. Donc on commence par vous faire de la merde. C'est idiot. C'est totalement idiot. Il faut valoriser. Donc valoriser, l'écoute. C'est la première des choses, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais essayez de comprendre exactement ce que vous voulez. 2, être en mesure d'être en empathie aussi. Parce que vous faites rentrer quelqu'un, mais la personne ne vous connaît pas. Vous faites rentrer quelqu'un sur la base d'un recrutement. Un recrutement, ça se limite à un CV, une lettre de motivation, 1 ou 2 ou 3 entretiens. Vous pensez connaître la personne. En fait, vous ne la connaissez pas, vous connaissez ses compétences, mais c'est à peu près tout. Donc le savoir-être est hyper important. Donc d'être dans l'écoute, de pouvoir échanger, de pouvoir comprendre ses attentes, que le salarié comprenne vos attentes. Ça, c'est fondamental. Moi, c'est une phase qui n'est absolument pas à négliger. Et puis, laissez le temps. Laissez le temps. C'est-à-dire que quand vous arrivez tout jeune, tout frais dans une entreprise, ou même moins jeune, hein, peu importe, alors ça dépend où on met la barrière du jeune, puisque pour Laura, à 40 ans, je suis vieux. Donc, on va dire que ça dépend où on met la barrière du jeune. Mais si vous êtes, quand vous arrivez dans l'entreprise, il faut laisser le temps de prendre ses marques, de discuter avec les autres salariés, de comprendre les problématiques, de s'imprégner d'un job, de s'imprégner d'un poste. Il faut laisser le temps. Il faut arrêter constamment de mettre la pression. C'est un truc de dingue. Souvent dans les entreprises, moi je l'ai connu dans les grosses entreprises, on vous met une pression d'enfer, quoi. Vous arrivez, alors surtout au commerce, parce que vous arrivez au commerce, ce qu'on vous demande, c'est de faire du chiffre. Peu importe la façon, faites du chiffre. Débrouillez-vous, vos objectifs, débrouillez-vous, il faut qu'ils soient faits. C'est dur, parce que les premières semaines, les premiers mois, vous ne vendez rien, parce que vous ne connaissez pas bien le produit, parce que vous ne connaissez pas bien les clients, parce que vous ne connaissez pas bien l'entreprise, parce que vous avez besoin de prendre vos marques, et très souvent, vous êtes démotivé. Au bout de quelques mois, vous êtes démotivé, vous dire, mais finalement, je ne vais pas y arriver, quoi. Et puis, tac, il y a un déclic qui se passe, tac, hop, c'est parti, la machine se met en route, et là, ça y est, ça se lance. Mais le temps est un facteur très très important pour moi. C'est ce que je conseillerais s'il y en a qui lancent leur entreprise, et de ce que j'ai compris ici, il y en a beaucoup qui veulent se lancer, ou en tout cas qui ont des projets ou qui se lancent. La première chose, c'est 1, laisser le temps, 2, apprendre à écouter, à dialoguer. C'est la base. Et arrêtez de croire que vous avez systématiquement toujours raison. C'est un truc de fou, quoi. Apprendre à dire je sais pas, c'est un truc extraordinaire. C'est tout bête, hein. Je sais pas. C'est tout con. Mais le je sais pas, ça vous fait beaucoup plus avancer que le ouais, je sais. Ouais. T'es sûr? Ah ouais, je sais, ouais. Bon, vous pouvez toujours mettre des coups de tête dans le mur, hein. Le mur, il tombera pas, hein. Donc ça sert à rien. C'est un conseil que je donnerais également. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et ça m'a évité de prendre trop de claques. Et ça a surtout permis de construire une vraie équipe solidaire, fidèle à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Et puis, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit. Voilà, on a quelque chose à dire, on se le dit. Encore une fois, c'est du travail. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sujets sous-jacents, mis sous le tapis, et puis on verra plus tard. Non. Chaque chose a son importance. Toute chose a son importance. Donc, moi, les conseils que je donnerais, c'est ça. Je resterai là-dessus, l'écoute, le jeu, et je sais pas, ça c'est bien ça, le je sais pas. C'est difficile. Ouais, il faut essayer ça, le je sais pas, c'est vachement dur à dire. Ouais. Mais oui, je suis complètement d'accord, l'écoute. Alors oui, des fois dans des grandes entreprises, c'est compliqué, mais oui et non. Parce que souvent, c'est par pôle, il y a des pôles, il y a des équipes, elles sont divisées, encore divisées. Mais de rester solidaire, d'échanger, d'avoir de la transparence, de l'écoute, qui est une certaine... Alors nous, c'est plus facile parce que c'est très familial. C'est vrai que quand on a quelque chose à se dire, bon, on le dit. On reste pas parce que plus on va rien dire,
plus c'est compliqué. Parce que la tension, elle augmente et puis il y a des non-dits qui commencent à se créer et c'est catastrophique après. Donc c'est vrai qu'on a une facilité que peut-être d'autres entreprises, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Il faudrait l'adapter. Mais en globalité, oui, l'écoute, le fait d'échanger, ça c'est important. Vraiment, je pense que c'est vraiment les astuces, je suis complètement d'accord avec vous. Et ouais, à maîtriser et voilà. Tu sais, dans les entreprises, il y a une chose souvent, vous avez des gens qui se disent responsables, manager d'équipe. Ah, vous avez combien? J'ai 50, 60 salariés. Je manage 60 salariés. Au-delà de 15 salariés, vous managez rien du tout. Rien du tout. Vous êtes présent, vous leur donnez des directives, mais vous ne managez absolument rien. Donc, pour vraiment manager, il faut des petites équipes. Au-delà, il vaut mieux, en effet, comme vous disiez, les dispatcher par pôle. Encore une fois, moi je raisonne sur le côté TPE, PME. Entreprise plutôt familiale. Je suis accessible, tout le monde est au contact. Vous feriez venir quelqu'un qui gère 300, 400, 500 salariés. C'est notre organisation, forcément. Et vous le direz peut-être autrement. C'est pas, voilà, je dirais que dans le management, il n'y a pas qu'une ligne. Et puis, voilà, si tu suis la ligne, c'est bien. Si tu es à côté, tu es un âne. Non, des lignes, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est encore en fonction de la typologie de l'entreprise, des salariés, du chef d'entreprise. Donc, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça, moi, je parle que de mon expérience personnelle. Après, c'est des petits tips. Ça permet d'orienter un peu et puis de s'améliorer, parce que c'est s'améliorer continuellement. Au final, on n'est pas parfait, personne n'est parfait d'ailleurs. On s'améliore chacun à notre échelle, on fait ce qu'on peut. Après, forcément, oui, il y a des fois c'est plus complexe parce que c'est des domaines d'activité qui ont l'habitude justement que ça soit très pyramidal, très structuré. Il y a vraiment une ADN forte à l'entreprise et des fois les règles n'aiment pas trop être dérogées. Il y a des entreprises très familiales, et c'est là que c'est compliqué de changer la façon de manager, de voir les choses et d'évoluer. De toute façon, au départ, vous avez toujours une femme clé ou un homme clé, peu importe. C'est dans les petites entreprises, au départ, c'est le chef d'entreprise. C'est le créateur, ou la créatrice, c'est il ou elle qui insuffle voilà, le dynamisme de l'entreprise. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt dans le développement, dans la marche avant, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compréhension, et si en plus il ne se prend pas toujours au sérieux, en général vous avez une bonne ambiance et ça avance. Voilà. Après, en effet, je suis d'accord, vous avez des entreprises familiales où vous avez le taulier, le baron, comme on disait à l'époque, ou la baronne, hein, parce qu'on dit toujours les mecs, mais attendez, les filles, vous pouvez être pas mal aussi, comme chef d'entreprise bien hard, c'est pas mal aussi. Et donc là, en effet, vous cloisonnez énormément et vous pouvez avoir des ambiances des fois délétères dans les entreprises familiales, parce qu'ils verrouillent tout. Donc, encore une fois, voilà, ça tient à l'homme ou à la femme clé, c'est ce qui impulse, au départ. Puis le but, je reprends les mots que vous l'avez dit à toute l'équipe et ça m'a marqué, c'est la réalité. Il faut s'amuser au quotidien. Il ne faut pas venir la boule au ventre au travail ou même dans un projet. Il faut vraiment s'éclater dans ce qu'on fait. On n'a qu'une vie et puis on travaille au quotidien, donc autant s'amuser dans ce qu'on fait. C'est hyper important et je l'ai savouré dans votre entreprise. En tout cas, elle est un peu moins avant parce que justement c'était très carré, très strict. Il y avait moins l'amour du travail. Après là, je fais vraiment un métier que j'aime, donc c'est différent. Mais justement, je trouve que c'est ça qui est bien, de s'amuser, de venir pas la boule au ventre au travail. C'est hyper important. Et puis, je trouve que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Votre génération a énormément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça paraît bête de dire on vient au travail en s'amusant, mais de par le passé, il y avait beaucoup de salariés qui allaient au travail en moonwalk. Ça les emmerdait plus qu'autre chose d'y aller, sauf qu'ils ne savaient pas quoi faire à côté. Ils partaient pas, il n'y avait pas forcément d'ouverture de travail sur d'autres choses. Et votre génération a pas mal évolué, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'hésitez pas très rapidement, en fait, sur des principes ou sur des changements de vie, à aller voir ailleurs. À pas vous poser la question, à foncer, à aller voir ailleurs.
Et c'est bien, je trouve. C'est bien aussi d'avoir cette niaque-là, de se dire, ok, moi aujourd'hui dans mon job, je m'ennuie, ça me plaît plus. Bon, ok, ben, tout de suite, tac, je m'en vais, je vais faire autre chose. Et c'est bien, je trouve aussi, parce que je vous dis, moi j'en ai vu dans mes expériences passées où il y en a, ils ont fait le job pendant 40 ans, et ils s'emmerdaient comme des rats morts. Et ben, fais autre chose, je sais rien faire d'autre. Ah ouais, ben, c'est sûr que, waouh, c'est sûr qu'avec ce genre de remarques, ça va aller loin. Donc c'est bien, votre génération, elle est plus dynamique. Après, c'est à nous les vieux, nous les vieux, d'être capables de faire en sorte que vous veniez en vous amusant. Alors attention, l'amusement, ça ne fait pas bouffer, on est bien d'accord. Mais il faut venir en marche avant, il faut prendre du plaisir, et puis que nous, on soit capable de vous motiver, quelle que soit la façon dont on vous motive, de vous motiver. Là, pour le coup, on n'en a pas trop parlé, mais le salaire, oui, c'en est un. C'est clairement une motivation, d'autant plus aujourd'hui. Oui. Donc, c'est à nous aussi d'être capable de vous motiver, notamment à ce niveau-là. Mais au moins que vous veniez avec le sourire, quoi. Voilà, ça, c'est déjà une première victoire. C'est déjà pas mal. C'est sûr. Après, oui, il y a forcément le salaire, c'est important. Mais il n'y a pas que le salaire, il y a autre chose aussi. Donc, il y a les avantages, forcément, et on en voit de plus en plus. Il y en a qui développent des avantages, mais il y a aussi le travail, le fait de développer, d'être compris aussi. Et quand il y a un manager qui nous aide justement à avancer, je trouve que c'est encore plus motivant et ça donne envie de se dépasser. Alors que si on me dit, ouais, c'est bien, continue, mais c'est moins motivant. Faut vraiment que ça drive. Comme ça, au moins, après, tout le monde se sent considéré. C'est la considération aussi qui est importante. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Non, il faut que je reste sérieux, donc je vais arrêter. Ça évitera que je dise des bêtises. Merci en tout cas pour ce moment. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était très chouette. C'est un podcast sur le management. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et que vous vous sentez inspiré pour devenir un bon manager. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans Spotlight Days.